Je voudrais vous parler du satellite Euclide et de l'analyse de ces données. J'ai ajouté comme sous-titre à cette présentation « Énergie noire, information et incertitude » et je vais donc découper mon propos en trois parties. Dans un premier temps, essayer de vous expliquer la physique de l'énergie noire pour savoir de quoi on parle. On parlera ensuite dans une deuxième partie du satellite Euclide, de ses instruments et des données qu'on attend et qu'on commence à récupérer. Et puis enfin une troisième partie sur l'analyse de données et les techniques statistiques qui sont mises en œuvre pour exploiter au mieux l'information contenue dans ces données, en particulier certaines techniques d'intelligence artificielle que j'espère démystifier avant la fin de la présentation. Alors lançons-nous. Vous êtes-vous déjà demandé quel sera le destin de notre univers? Alors, a priori, c'est la prédiction la plus difficile à tester de la physique, parce que par définition, pour tester les prédictions qu'on peut faire sur cette question, il faut attendre des milliards d'années. Donc on ne le verra jamais. Mais je voudrais essayer de vous convaincre qu'on peut quand même raconter des choses sur cette question, quel sera le destin de notre univers, en comprenant bien son passé. Et pour ça, je voudrais commencer par une analogie. Alors que se passe-t-il si vous lancez une balle vers le haut? Alors vous allez me dire, elle retombe, et si vous le faites avec une force humaine, oui, c'est effectivement ce qui se passe. Mais en fait, il y a plusieurs scénarios possibles. Si vous la lancez avec votre force humaine, elle va effectivement atteindre une certaine hauteur maximale et retomber. Mais il y a une certaine vitesse initiale que vous pouvez communiquer à la balle qui fait qu'elle va finir par s'échapper du champ gravitationnel de la Terre. Je suppose qu'il n'y a pas d'atmosphère. Cette vitesse particulière s'appelle la vitesse de libération, vous le savez. Et puis si vous lancez la balle même plus rapidement que cette vitesse de libération, elle va s'échapper du champ gravitationnel de la Terre tout en gardant une énergie non nulle, en arrivant à l'infini, c'est-à-dire en gardant une vitesse non nulle. Alors je vous ai fait tourner la simulation pour illustrer ça. Vous avez ce premier cas où la vitesse initiale est plus petite que la vitesse de libération. Ce cas où je lance la balle au départ exactement à la vitesse de libération, et vous le voyez, elle arrive à l'infini avec une vitesse nulle. Et puis enfin, le cas où la vitesse initiale était supérieure à la vitesse de libération, où elle arrive avec une vitesse qui est toujours positive à l'infini. En physique, tout ceci c'est de la mécanique newtonienne, et c'est très bien décrit par le concept d'énergie. Et en particulier, il y a deux formes d'énergie dans ce problème, une énergie cinétique, une énergie potentielle. Et alors j'ai représenté les énergies cinétiques qui sont positives par ces jauges qui se remplissent de gauche à droite. Et puis l'énergie potentielle, l'énergie potentielle de pesanteur du problème, toujours négative dans des jauges qui se remplissent de droite à gauche. Vous voyez que les deux s'échangent. Ici, je suis dans le cas où l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle va être toujours négative. Ici, dans le cas où l'énergie cinétique va toujours exactement compenser l'énergie potentielle, de manière à ce que la somme soit toujours zéro. Et puis enfin, ce cas où j'ai une énergie cinétique initiale qui était plus grande que l'énergie potentielle, la jauge d'énergie potentielle se vide et la balle garde une énergie cinétique à l'infini. Énergie cinétique plus énergie potentielle égale constante. Très bien. Pour faire de la cosmologie, j'ai maintenant besoin d'un équivalent de cette équation énergétique qui décrit l'ensemble de l'univers. Cette équation, c'est la première équation de Friedmann-Lemaître, dont Jérôme Pérez a parlé au Marathon des Sciences. Donc, juste, il en a dit beaucoup sur la vie de ces personnages, mais pour resituer juste le contexte, donc, Alexandre Friedmann était un chercheur russe qui est malheureusement mort assez jeune, je crois, de la fièvre typhoïde, mais qui avait très bien compris les équations de la relativité générale et qui a été un petit peu le premier à essayer de les appliquer à l'ensemble de l'univers. Et puis deuxième personnage dans cette histoire, c'est l'abbé Georges Lemaître, belge, qui est à l'origine, on pourrait dire, de cette idée théorique de Big Bang, dont on va parler par la suite, qu'il appelait à cette époque l'œuf primordial. Alors voilà comment ça se passe, l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers ou la contraction de l'univers, à ce moment-là, on ne sait pas, un univers en dynamique en tout cas. Et une chose qui est importante, c'est que si vous avez en tête cette idée d'une explosion, l'image n'est pas tout à fait bonne dans le sens où il n'y a pas une direction particulière dans le ciel vers laquelle vous regardez pour le Big Bang. Ça se passe plutôt de cette façon ici. Si vous imaginez des points sur un réseau, l'expansion de l'univers ou la contraction de l'univers, c'est simplement modifier la taille de la maille de ce réseau. C'est-à-dire que toutes les distances sont multipliées par un certain facteur ou divisées par un certain facteur de cette manière. Ça vous dit donc que s'il y a eu Big Bang, eh bien, le Big Bang ne se passe pas à un endroit particulier, comme vous le voyez, il se passe à tous les points en même temps.
Un concept qui est important d'introduire ici, c'est celui de facteur d'échelle, dont je vais avoir besoin dans la suite. C'est globalement la maille de ce réseau que je vous ai illustré, et vous pouvez voir ça d'une façon, disons, simplificatrice, mais intéressante de le voir. C'est simplement la distance moyenne entre deux galaxies dans l'univers. Donc ce facteur d'échelle, il peut augmenter ou diminuer, a priori on ne sait pas, sous l'effet de deux forces, que je prends comme analogie avec la balle que vous envoyez vers le haut. Et ce que nous dit la première équation de Friedmann-Lemaître, c'est que le destin de l'univers va être globalement sa dynamique moins la matière. La dynamique tendant potentiellement à une expansion, la matière à une contraction. Alors tout ceci, c'est la question théorique. Qu'est-ce qu'il en est du point de vue des observations? Et bien là, il faut que je vous parle de la découverte observationnelle de Hubble. Hubble mesure la vitesse d'éloignement apparente des galaxies en fonction de leur distance, en utilisant un certain type d'objets particuliers pour lesquels il peut avoir à la fois la distance et la vitesse d'éloignement, et trace ce graphe ici, sur laquelle il observe, et c'était une surprise à l'époque, que en fait, à peu près toutes les galaxies ont l'air de s'éloigner. On aurait pu s'attendre à ce que certaines se rapprochent, certaines s'éloignent. Et en fait, avec une loi de proportionnalité, globalement. Et donc, il écrit sa fameuse loi d'expansion de l'univers, la loi de Hubble-Lemaître, disant que la vitesse d'éloignement apparente des galaxies est simplement proportionnelle à leur distance, avec un paramètre ici qui s'appelle le paramètre de Hubble, sans surprise. Ceci date donc de 1929 et nous dit, on a maintenant des mesures plus précises, on mesure ce paramètre de Hubble, 70 km par seconde par mégaparsec environ. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Un mégaparsec, donc un parsec c'est une unité astronomique, 3 années-lumière environ. Un mégaparsec, ça vous fait donc environ 3 millions d'années-lumière. Ce que dit cette loi, c'est que si vous avez donc deux galaxies qui sont distantes d'un mégaparsec, il y aura une vitesse d'éloignement apparente de l'une par rapport à l'autre de 70 km par seconde, si elles sont distantes maintenant de 2 mégaparsecs, 140 km par seconde, etc. Donc Hubble mesure que la dynamique est positive, et l'univers est en expansion. C'est le premier terme dont j'avais besoin dans la première équation de Friedmann-Lemaître. Alors maintenant, je vous disais donc destin de l'univers égale expansion moins matière, et par analogie avec la balle que j'envoie vers le haut, qui est à plus ou moins de la vitesse de libération, j'ai 3 scénarios possibles. Le premier scénario possible, c'est que l'expansion est plus petite que le terme de matière. À ce moment-là, vous allez avoir un univers qui part en expansion, qui atteint un certain facteur d'échelle maximal, et qui va finir par se recontracter. Dans le scénario inverse, j'avais plus d'expansion au départ que de la matière, et je vais avoir, comme la balle qui arrive avec une vitesse non nulle à l'infini, un univers qui continue à s'étendre pour toujours. Et puis le cas critique, c'est le cas où l'expansion compense exactement la matière à tout moment. C'est l'équivalent de la vitesse de libération pour ma balle. Donc du coup, si je représente le facteur d'échelle en fonction du temps cosmique, j'ai quelque chose qui se passe ici. Alors, il vous doit toujours valoir 1 au départ. Et puis, je vous le montre alors, au départ dans mes vidéos en allant vers l'arrière, et puis maintenant en allant vers l'avant. Il se passe un moment particulier, du moins si on écrit ce problème en temps cosmique, et c'est juste ce temps qui a été appelé le Big Bang. Et puis, vous avez 3 scénarios possibles. Le premier ici, où on a un facteur d'échelle maximal et une recontraction. Ce destin pour l'univers s'appelle le Big Crunch. Et puis c'est de là où l'univers continue en expansion pour toujours, qui s'appelle Big Freeze, mort thermique de l'univers. Alors je vous ai dit, l'univers est en expansion, donc maintenant pour savoir dans lequel des 3 scénarios on se trouve, et bien maintenant il nous faut mesurer le terme en bleu, le terme de matière. Alors globalement pour ça, il faut peser l'univers. Et il se trouve qu'on peut peser un certain nombre d'objets dans l'univers, puis on peut compter les objets dans l'univers. Donc globalement, on devrait pouvoir être capable de complètement comprendre quel est le contenu en matière de notre univers et puis d'en donner sa densité, pour voir si elle est plus ou moins grande que cette densité critique dont je vous parlais sur le transparent précédent. On peut peser les galaxies en mesurant leur vitesse de rotation. Ça a été la contribution de Zwicky dans les années 30, qui est à l'origine du concept de matière noire. Et puis une découverte qui a été confirmée ensuite, notamment par l'astronome Vera Rubin, une contribution très importante à la mesure des vitesses de rotation de ces galaxies et à la confirmation du besoin de matière noire dans l'univers.
Et puis, on peut également peser des objets beaucoup plus gros. Par exemple, on peut peser les amas de galaxies en utilisant l'effet de l'anti-âge gravitationnel, que vous voyez un petit peu ici. Cet effet de l'anti-âge gravitationnel sont des distorsions de la lumière quand de la masse se trouve sur le trajet de ces rayons lumineux. C'est un effet qui est prévu par la relativité générale. Et vous le voyez en particulier en regardant ces arcs gravitationnels ici, qui correspondent à l'image qui est déformée des galaxies qui se trouvent en arrière-plan du gros paquet de matière qui est ici sur la ligne de visée. Sans rentrer dans plus de détails, en pesant ces objets, on mesure au final que le terme de matière est positif. Bon, alors, ce n'est pas une surprise. Évidemment, il y a de la matière dans l'univers. Mais peut-être un petit peu plus surprenant, ce qu'on mesure, c'est qu'il en manque. Pas assez, en tout cas, pour avoir exactement le même terme dans matière et expansion, dans ma première équation de Friedmann-Lemaître. Donc, on mesure destin de l'univers égale expansion moins matière positif. Et on en conclut que notre univers sera donc pour toujours en expansion. Mais la première équation de Friedmann-Lemaître a aussi un membre de droite, dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent. Et ce que nous dit cette équation, c'est qu'en fait, expansion moins matière égale courbure, ou en fait moins courbure, il y a un signe moins, ici. Et c'est une prédiction spécifique de la relativité générale qui nous dit que le destin de l'univers est lié à sa courbure, c'est-à-dire à sa géométrie spatiale. Alors maintenant, c'est intéressant parce qu'on peut mesurer indépendamment les trois termes de cette équation. On peut mesurer l'expansion, on peut mesurer la matière, et on peut mesurer la courbure indépendamment. Et donc, on peut tester ce modèle cosmologique pour savoir si on raconte quelque chose qui est sensible ou non. On a mesuré expansion moins matière positive, je vous disais, et donc on s'attend à ce que la courbure soit négative. Alors, que fait la courbure? Que fait la courbure? Petite partie théorie ici. On a trois cas possibles. Courbure positive, courbure nulle, courbure négative. Alors commençons par le cas de la courbure nulle. Courbure nulle, eh bien, c'est la géométrie euclidienne dont on a l'habitude, qu'on a tous appris au collège et au lycée. La somme des hommes d'un triangle vaut 180 degrés, vous le voyez ici. Des lignes qui sont localement parallèles vont rester parallèles si je les prolonge à l'infini. Si je regarde certains objets dans l'univers, eh bien, vous avez une taille apparente des objets ici, et en mesurant un angle, en appliquant les règles standards de la géométrie que tout le monde connaît, vous pouvez écrire la relation entre la taille et la distance de cet objet. Et puis, le volume de l'univers va être infini dans cet univers à courbure nulle. Maintenant, on a deux autres cas possibles, courbure positive. Dans ce cas-là, la géométrie est sphérique. Et puis, vous voyez, vous avez un univers fermé ici, donc le volume de l'univers est fermé. Maintenant, la somme des angles d'un triangle vaut plus de 180 degrés, vous pouvez peut-être le voir sur cette figure ici. Des lignes qui sont localement parallèles vont finir par converger. Et puis, des objets qui sont plus distants ici. Vous avez alors, si les rayons lumineux viennent de cet objet ici, les rayons lumineux représentés en bleu viennent de cet objet, vous allez avoir en fait l'impression de regarder quelque chose représenté par les pointillés ici. Et donc, vous allez alors avoir l'impression que cet objet distant est plus gros. Cas inverse, courbure négative, on a fait affaire à une géométrie hyperbolique, le volume est infini ici, la somme des angles d'un triangle vaut moins de 180 degrés, des lignes qui sont localement parallèles vont finir par diverger à l'infini, et puis les objets qui sont distants paraissent plus petits. Alors je vous disais, on s'attend à ce que la courbure soit négative en ayant mesuré le terme d'expansion et de matière. Reprenons la première équation de Friedmann-Lemaître maintenant de manière un petit peu plus précise. On a dit expansion moins matière égale moins courbure, c'est-à-dire expansion plus courbure égale matière. Et je vous représente encore les choses avec mes jauges ici. J'ai toujours rose plus vert égale bleu. Et puis, on en a déjà parlé, ce sont maintenant les trois destins possibles pour l'univers ici qui ne contient que de la matière. Un Big Bang, celui-ci qui va finir en Big Crunch, un univers fermé. Celui-ci qui est à courbure nulle, un univers plat qui finit en Big Freeze, et puis le dernier qui est un univers à courbure négative, ouvert, et qui finit également en Big Freeze. Un petit peu plus extrême Big Freeze, si vous voulez. Alors je vous disais, on peut mesurer les trois indépendamment, on a déjà parlé de la mesure de l'expansion, on a déjà parlé de la mesure de la matière, maintenant est-ce qu'on peut mesurer la courbure? Alors, observation maintenant, je vous montre ici la carte du fond diffus cosmologique. Alors le fond diffus cosmologique, ce sont... c'est on peut dire la première lumière qui a été émise par l'univers, juste au moment où il devient transparent. C'est quelque chose qui est presque parfaitement homogène, c'est-à-dire que vous recevez dans les micro-ondes quasiment exactement la même chose.
dans toutes les directions. Et la découverte de cet effet, au départ, donc de cette première lumière de l'univers, a valu le prix Nobel en 1978 à Penzias et Wilson pour leur découverte du fond diffus cosmologique. Quelque chose qui, à l'époque, était, oui, mesuré presque parfaitement homogène. Maintenant, il se trouve qu'il y a en fait de très petites fluctuations, autour de 1 partie pour 10 000, dans ce fond diffus cosmologique. Et certains chercheurs sont vraiment passionnés par ces toutes petites fluctuations, ces toutes petites anisotropies du fond diffus cosmologique, parce qu'elles nous disent beaucoup de choses sur l'univers très primordial. Et en 2006, un nouveau prix Nobel pour la cosmologie, pour la mesure des anisotropies de ce fond diffus cosmologique, et puis également du spectre de ces fluctuations, de ce fond diffus cosmologique, qui n'est pas mon propos ici. Mais donc, ces très petites fluctuations, et maintenant c'est voilà, l'état de l'art de ces fluctuations obtenu par le satellite Planck, dont la mission était entre 2009 et 2013, analyse ces fluctuations du fond diffus cosmologique. En regardant cette carte très précisément, avec des méthodes statistiques, vous pouvez vous convaincre, aussi en combinaison avec d'autres observations cosmologiques, mais vous pouvez vous convaincre que vous pouvez mesurer la courbure de l'univers, et qu'il se trouve qu'avec une extrêmement grande précision, cette courbure de l'univers est nulle. On mesure courbure égale 0, vraiment avec une grande précision. Et si vous m'avez suivi jusque-là, donc on a la première équation de Friedmann-Lemaître qui nous dit expansion moins matière égale moins courbure, mais on mesure expansion moins matière positive et courbure nulle. Donc on a un problème. On a un problème, il nous manque quelque chose pour qu'il y ait du sens dans cette équation. Et donc la façon la plus simple, c'est de résoudre le problème, c'est juste d'ajouter un terme supplémentaire pour équilibrer, et de dire qu'il y a une forme d'énergie ici, que je vais mettre une contribution négative qui annule le terme positif ici, de manière à ce que la somme de ces trois ici soit nulle, ce qui vaut bien la courbure. On appelle ça tout simplement l'énergie noire. Et c'est juste ce que ça veut dire, l'énergie noire. Alors la solution la plus simple, c'est de supposer que ce terme est constant dans le temps. C'est ce qui s'appelle la constante cosmologique. Et on va en parler par la suite. Alors quels sont les effets de cette constante cosmologique, ou quels sont les effets de cette énergie noire sur l'expansion de l'univers? Et bien maintenant, on a une première équation de Friedmann-Lemaître avec un terme de plus. Expansion moins matière moins énergie noire égale moins courbure, ou je la réécris, expansion plus courbure égale matière plus énergie noire. Donc j'ai maintenant 4 jauges. J'ai toujours rose plus vert égale bleu plus gris. Dans ces 3 cas-là, c'était les précédents, je n'avais pas d'énergie noire. Et je mets maintenant un univers qui a une énergie noire. Donc j'ai toujours, il ressemble à celui-ci dans le sens où j'ai une expansion supérieure à la matière, mais ici j'avais énergie noire égale 0, ici j'ai une énergie noire positive, ce qui fait qu'ici j'avais une courbure négative et maintenant j'ai une courbure nulle. Et voilà à quoi ressemble l'évolution du facteur d'échelle en fonction du temps. Et alors vous le voyez, ça nous dit que le destin de l'univers va être différent, mais ça nous dit aussi que le passé de l'univers, en fait, dans ce nouveau modèle cosmologique, doit être différent. Et en particulier que l'univers est un petit peu plus vieux que ce qu'on aurait pu penser avec les modèles qui ne contiennent que de la matière. Et alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça résout un problème ou un paradoxe qu'on avait avant la découverte de l'énergie noire, qui est que certains objets de l'univers avaient l'air plus vieux que l'univers lui-même, ce qui était un petit peu gênant. Ce paradoxe est résolu avec l'introduction de la constante cosmologique. Et vous le voyez, cet univers finit lui aussi en Big Freeze, mais quelque chose qui est maintenant plus extrême en termes d'expansion que ce que j'avais avec les univers qui ne contiennent que de la matière. Alors que fait l'énergie noire? Je vous disais, le scénario le plus simple, c'est de dire que le terme est constant. Donc, que fait cette constante cosmologique? Que fait l'énergie noire si sa densité est constante à mesure que l'univers s'étend? Alors ça ne se comporte pas comme de la matière. Ici, je vous ai représenté de la matière, et vous avez de la matière dans un certain volume. Ce volume est en expansion. Vous allez avoir de la matière qui se dilue ici. C'est les couleurs que je vous ai représentées en bleu. Au contraire, l'énergie noire, ou la constante cosmologique, ne se dilue pas à mesure que l'univers s'étend. Et donc, j'ai représenté ici toujours la même nuance de gris entre mes points dans ce réseau qui s'étend. Donc, en fait, si je représente ça en densité d'énergie en fonction du temps cosmique, eh bien, j'ai en bleu ici la courbe de la densité de la matière qui va décroître. Et j'ai juste une droite horizontale, densité d'énergie constante pour l'énergie noire. Ce qui veut dire qu'il y a 2 phases dans l'histoire de l'univers. Premièrement, une ère au départ qui est dominée par la matière, c'est-à-dire ici que la densité de matière est supérieure à la densité apportée par la constante cosmologique.
Et puis, dans une deuxième phase, où la matière est suffisamment diluée, eh bien, cette densité de matière va passer sous la densité de constante cosmologique, qui va finir par dominer. Donc la constante cosmologique ne se dilue pas, et en un sens, on pourrait dire qu'on a de la chance de voir déjà les effets de la constante cosmologique, parce que si on avait vécu dans cette ère dominée par la matière, en bleu, eh bien, la contribution apportée par la constante cosmologique serait très petite, et finalement, il y a peu de chances qu'on l'ait vue. Mais par ailleurs, donc, je vous disais, on est au temps zéro ici, donc on vit dans l'ère qui est dominée par la constante cosmologique. Ça voudra dire que notre horizon cosmologique se réduit, on voit de moins en moins de volume de l'univers, on a des galaxies qui, à mesure que le temps passe, deviennent inobservables, elles sortent de cet horizon. Et donc, on peut dire qu'on a aussi de la chance qu'il y ait encore des galaxies à observer. Parce que dans quelques milliards d'années, finalement, la Voie lactée sera toute seule dans cet univers dominé par la constante cosmologique. On ne verra plus aucune autre galaxie. Et on ne pourra pas dire grand-chose sur la dynamique de l'univers non plus. Donc il y a une petite forme de coïncidence ici, une coïncidence cosmique, qui est le fait qu'on voit déjà, on a la chance de voir déjà les effets de la constante cosmologique, mais on a aussi de la chance qu'il y ait encore des galaxies à observer. Et à cette question de coïncidence, il y a encore beaucoup de tentatives théoriques d'expliquer cette coïncidence, mais encore pas de solution vraiment complètement établie. Alors, pour vous parler maintenant d'une deuxième prédiction de la constante cosmologique, il me faut maintenant établir, j'avais parlé jusqu'à présent d'une équation d'énergie, en analogie avec ma balle, énergie cinétique plus énergie potentielle égale constante. Mais par analogie avec la mécanique newtonienne, ça ne raconte pas l'ensemble de ce qui se passe pour l'objet que j'ai envoyé vers le haut, et j'aurais envie d'avoir une loi pour la dynamique. La loi pour la dynamique, pour la balle que j'envoie vers le haut, tout le monde la connaît, F égale ma, la force égale la masse fois l'accélération. La force que j'applique sur un objet lui communique une accélération avec un facteur de proportionnalité qui est sa masse inertielle. Donc, analogie avec la mécanique newtonienne, force égale masse fois accélération. Bon, je vais dire que la masse, je la mets dans un système d'unités où ça vaut 1, mettons. Et donc, pour simplifier, force égale accélération. Donc, je voudrais écrire une deuxième loi pour la cosmologie, donc une loi de dynamique cosmologique. Et par analogie, je pourrais m'attendre à ce que donc j'ai une force. Donc la force, c'est globalement la densité que j'ai dans l'univers, parce que j'aurai un système autogravitant qui va avoir tendance à vouloir se contracter. Donc avec les unités appropriées, disons force égale densité, et par analogie avec la mécanique newtonienne, je vais vouloir dire que donc c'est un système autogravitant, les objets s'attirent, ça va avoir tendance à vouloir s'attirer, et donc à décélérer l'expansion. Donc je m'attends à densité égale décélération, globalement, c'est-à-dire accélération égale moins densité. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus par le raisonnement, mais malgré tout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, cette analogie avec la mécanique newtonienne. Et malheureusement, il y a un effet ici que je ne peux pas vous expliquer sans faire appel à la relativité générale, qui me dit qu'en fait, il y a un terme supplémentaire. On n'a pas accélération égale moins densité, mais on a accélération égale moins densité plus 3 fois pression ici, avec des parenthèses. Et ce que je peux réécrire comme densité moins 3 fois tension, si je dis juste que la pression, c'est l'opposé de la tension, ou que la tension, c'est l'opposé de la pression, peut-être plutôt. Donc il y a un phénomène important ici, qui est qu'en relativité générale, les forces de pression gravitent. Si vous avez un système qui a une pression, il va avoir un effet gravitationnel sur la matière qui se trouve autour. Et puis ici, bon, dans ce cas particulier, on peut dire que la tension est une pression négative pour certains objets qui auront une tension. Alors la matière aux échelles cosmologiques, il n'y a quasiment pas de matière dans l'univers. Tout est vraiment dilué, donc la pression est à peu près zéro. Et donc on retombe sur l'équation classique à laquelle on aurait pu s'attendre avec Newton, accélération égale moins densité. Mais on va le voir, l'énergie noire, elle, exerce une tension sur l'univers. Alors attention, la tension exercée par l'énergie noire ne vient pas des particules d'énergie noire, à supposer qu'elles existent. Dans le sens où la densité d'énergie noire va contribuer ici avec le signe moins, et donc va contribuer à une décélération. Par contre, c'est bien la tension qui ajoute un terme supplémentaire.
Alors, pour tenter de vous expliquer ça, donc, qu'est-ce que fait quelque chose qui a une densité d'énergie constante? Donc, si la pression est positive, vous imaginez un cube ici entre mes mains qui a une densité d'énergie positive et une pression. Donc, j'ai comme des molécules de gaz qui tapent sur la paroi de mon cube. Maintenant, si je veux contracter ce cube, je dois aller à l'encontre des forces de pression qui s'appliquent sur la paroi de mon cube. Et donc, si la densité d'énergie est constante, j'ai moins de volume. Ça veut dire que j'ai dû fournir un travail pour comprimer ce cube. Donc, dans le cas où la pression est positive, la contraction coûte de l'énergie. En revanche, dans le cas où la pression est négative, c'est-à-dire dans le cas où j'ai une tension, il faut imaginer maintenant un cube qui a plutôt que des molécules qui tapent sur les parois, il a plutôt des élastiques qui tirent sur les parois vers l'intérieur. Et donc à ce moment-là, c'est plutôt l'inverse. C'est si je veux étendre ce cube que j'ai besoin de fournir un travail pour aller à l'encontre de ces élastiques qui tirent mes parois vers l'intérieur. Et donc dans le cas où la pression est négative, au contraire du cas pression positive, c'est maintenant l'expansion qui coûte de l'énergie. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'en regardant cette équation ici, toute densité, y compris une densité d'énergie noire, va contribuer à décélérer l'expansion. Par contre, on peut avoir accélération positive ici, si ce terme ici, densité plus 3 fois la pression, est négatif, c'est-à-dire si le rapport entre la pression et la densité, qu'on appelle W habituellement, ce rapport entre pression et densité doit être plus petit que moins un tiers. Parce que j'avais un facteur 3 ici. Donc pour la matière, on a pression à peu près égale à 0, ce qui veut dire que ce facteur W ici, ce rapport, est à peu près égal à 0. Et pour la constante cosmologique, on peut écrire certains arguments de conservation de la densité d'énergie. Et en fait, je vous demande de l'accepter, ça nous dit que pour la constante cosmologique, on a un rapport entre pression et densité qui vaut moins 1. La prédiction observationnelle, donc, si on a une constante cosmologique, c'est que cette constante cosmologique doit contribuer à une accélération de l'expansion de l'univers. Maintenant, évidemment, vérifions-le, hein, est-ce qu'on ne raconte pas du tout n'importe quoi? Et pour le vérifier, un type d'objet astrophysique qui est particulier et très intéressant, ce sont les supernovae. Donc les supernovae, ce sont l'explosion d'étoiles en fin de vie. Et il se trouve qu'il y a un type d'objet, un type particulier de ces supernovae qui est très important pour la cosmologie. C'est celle dont on connaît la luminosité intrinsèque. Donc ces supernovae, bon, voilà à quoi elles ressemblent. Ici, je vous montre la nébuleuse du Crabe. C'est la rémanence d'une supernovae qui a été observée en 1054, en particulier par les astronomes chinois. Et on observe encore quelque chose à cet endroit-là où les astronomes chinois avaient vu une étoile très brillante qui apparaissait dans le ciel, y compris visible en plein jour. On en observe maintenant beaucoup. Vous voyez ici des images par des astronomes amateurs de la galaxie du Cigare, où est apparue une supernovae ici à un moment particulier, à la fin de l'année 2013, au début de l'année 2014, où subitement on a un point qui apparaît dans cette galaxie qui est subitement presque aussi lumineux, qui est aussi lumineux que la galaxie tout entière. Et donc en observant le détail de ces supernovae et en faisant une analyse très similaire à celle que je vous ai montrée par Hubble dans les années, à la fin des années 20, l'année 1929, on trace la magnitude observée de ces supernovae en fonction du facteur d'échelle de l'univers. Et en faisant une analyse précise, vous voyez qu'il y a une frontière ici entre l'univers qui est en décélération et l'univers qui est en accélération. Et tous ces points sont très subtilement, mais très significativement, au-dessus de la frontière. Ce qui veut donc dire que nous sommes dans un univers en expansion accélérée. Et cette découverte a valu le 3e prix Nobel pour la cosmologie observationnelle en 2011 à Rees, Schmidt et Perlmutter. Nous sommes donc dans un univers en accélération et c'est cohérent avec cette constante cosmologique que j'ai eu besoin d'établir pour expliquer le problème que j'avais entre le terme d'expansion moins matière et le terme de courbure. Donc pour résumer, quels sont les effets de la constante cosmologique sur la courbure et la dynamique de l'univers? Eh bien, c'est une énergie noire qui s'ajoute à celle de la matière pour expliquer la courbure nulle. Respecter cette première équation de Friedmann-Lemaître, expansion moins matière moins constante cosmologique vaut 0, qui vaut moins courbure. Elle a une densité d'énergie constante dans le temps, et elle exerce une tension qui exerce un effet gravitationnel aussi,
en plus de sa densité. Cette tension exerce un effet gravitationnel qui est purement relativiste et qui est dominant par la suite de l'univers. Donc vous aviez une densité d'énergie ici que j'ai représentée en vert qui tend à contracter l'ensemble, y compris pour la constante cosmologique. Mais donc une tension ici qui s'exerce et qui tend, elle, à une gravité répulsive, de telle sorte que le facteur ici, densité moins 3 fois tension, est négatif, puisque, je vous le disais, le rapport entre pression et densité vaut moins 1 ici. Et donc, cette constante cosmologique est la cause de l'accélération de l'expansion de l'univers dans l'univers tardif, puisqu'en simplifiant cette deuxième équation de Friedmann-Lemaître, je vais avoir accélération égale 2 fois la tension exercée par la constante cosmologique, moins la densité de la matière, et ceci, quand la matière est suffisamment diluée, va être positif. L'ensemble de tout ceci nous donne ce qui s'appelle maintenant le modèle standard de la cosmologie. Le modèle standard de la cosmologie, dans notre jargon, on l'appelle lambda CDM. Alors pourquoi ces notations? Donc lambda, c'est la notation, donc c'est un lambda lettre grecque majuscule, c'est la notation standard de la constante cosmologique quand on écrit effectivement les équations de manière symbolique. Donc ce lambda représente la constante cosmologique. CDM, ça veut dire Cold Dark Matter, la matière noire froide. Donc je n'ai pas beaucoup parlé de la matière noire, parce que c'est le sujet de cette conférence, c'est l'énergie noire, et je ne veux surtout pas introduire de confusion. Mais donc matière noire froide qui est le composant dominant de la matière dans l'univers. Et puis lambda CDM plat, c'est-à-dire que la courbure vaut 0. Et donc voilà la dynamique de notre univers dans ce modèle cosmologique standard, où vous avez toujours le terme d'expansion ici qui est supérieur au terme de matière, une constante cosmologique qui est donc constante et non nulle, et puis une courbure nulle. Au départ, une aire dominée par la matière qui est en expansion décélérée, et puis dans une deuxième phase, une aire dominée par la constante cosmologique qui est en expansion accélérée. Et je vous ai représenté ici les proportions entre ces deux composants qui sont ici. Alors, j'imagine que vous avez probablement vu ce camembert ici, pour le modèle cosmologique standard, qui nous dit, au temps actuel, que c'est environ 70% de constante cosmologique, 30% pour la matière totale, dont parmi ces 30%, 25% qui est composé par de la matière noire froide, et nous-mêmes qui ne sommes que 5%, donc la matière ordinaire, 5% du budget total, du budget énergétique total. Mais gardez bien en tête que c'est quelque chose qui évolue. Ce camembert, c'est ce qui se passe maintenant, au temps actuel, mais c'est quelque chose qui a été des proportions très différentes dans le passé et des proportions qui seront très différentes dans le futur. Et ça me permet juste d'introduire le dernier prix Nobel pour la cosmologie, cette fois-ci la cosmologie théorique, Jim Peebles, pour ses découvertes théoriques en cosmologie physique, et qui vient couronner tous les efforts théoriques de mettre toutes ces observations dans un cadre théorique cohérent. Alors que se passerait-il maintenant si l'énergie noire n'était pas la constante cosmologique? Donc je vous le disais, au-delà de la constante cosmologique, on peut avoir quelque chose qui ne serait pas constant, et donc on revient à la deuxième équation de Friedmann-Lemaître, accélération égale moins densité plus 3 fois pression. Je vous le disais, pour expliquer une accélération, il faut que ce terme ici soit négatif, enfin soit positif, donc avec le signe moins devant, et donc il faut que le rapport entre pression et densité soit plus petit que moins 1 tiers. La constante cosmologique, c'est W égale moins 1, et c'est un terme constant, W égale moins 1, tout le temps. Mais a priori, ce W n'est pas forcément constant dans le temps. Et habituellement, on paramétrise l'énergie noire dynamique, qui va donc au-delà de la constante cosmologique, par cette équation ici, où j'ai W qui est maintenant une fonction du temps. W0, c'est la valeur de cette équation d'état au temps actuel. Cette équation s'appelle l'équation d'état. Donc W0, c'est la valeur au temps présent. Et puis j'ai un terme qui dépend également du facteur d'échelle de l'univers, qu'on note habituellement A, c'est celui qui était la maille de mon réseau, si vous vous souvenez. Et donc maintenant, je peux faire un petit peu un bestiaire de l'énergie noire, qui se représente dans un plan de ces deux paramètres ici, le W0, qui est le terme à l'heure actuelle, et puis WA, qui représente globalement la dérivée par rapport au temps de cette équation d'état. Donc, première chose à faire, c'est que j'ai besoin de quelque chose qui soit inférieur à moins 1 tiers. Donc je peux déjà exclure toute cette partie du plan, qui fait que ça cause une décélération aujourd'hui, et donc c'est incompatible avec les observations. Donc ce qui m'intéresse, c'est cette partie du plan ici. Il y a un point particulier, donc c'est W égale moins 1, c'est-à-dire donc W0 égale moins 1 et WA égale 0. C'est ce point ici, c'est la constante cosmologique.
Mais maintenant, on peut avoir certains modèles qui accélèrent moins dans le passé ou qui accélèrent plus dans le passé que la constante cosmologique. Et puis, donc, du coup, on peut y mettre quelques zones ici. Alors, celui-ci, donc ces zones ici, cette zone-là, va s'appeler le domaine de la quintessence. C'est en hommage à la physique et la métaphysique d'Aristote, où il y avait 4 éléments, et une quintessence, c'est un élément supplémentaire qui a des propriétés différentes de tous les éléments. Et donc ici, on est en train de parler de l'énergie noire, c'est de la nouvelle physique, donc on pense que ça pourrait être quelque chose qui a un état de la matière complètement différent de ce qu'on connaît, c'est-à-dire c'est pas un solide, c'est pas un liquide, c'est pas un gaz, c'est pas un plasma, c'est vraiment quelque chose de nouveau, donc bon, appelons-le quintessence. Alors la quintessence qui accélère moins dans le passé, c'est la quintessence gelante. Et la quintessence qui accélère plus dans le passé, c'est la quintessence fondante. Alors pourquoi ces mots de gelant et fondant? Eh bien, c'est parce que c'est un état nouveau de la matière, je vous disais, mais qui peut par exemple avoir comme les états qu'on connaît, des transitions de phase entre solide et liquide. Ici, on peut avoir des transitions de phase éventuellement dans ce nouveau composant de l'univers, dans l'énergie noire. Et puis enfin, dernier domaine, ici, c'est ce qui se passe quand W est plus petit que -1. Et ça s'appelle l'énergie noire fantôme. Et vous allez le voir, c'est quelque chose qui est vraiment le plus exotique parmi ces modèles possibles. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai fait à nouveau tourner des simulations pour ces scénarios d'énergie noire qui sont dynamiques. Alors celui-ci, c'est le modèle standard de la cosmologie, avec une constante cosmologique. Et puis maintenant, je vous ai montré donc quintessence gelante, quintessence fondante, énergie noire fantôme. Et donc, dans ces modèles, j'ai une densité d'énergie noire qui n'est pas constante en fonction du temps cosmique. Elle est juste constante pour ce modèle ici en bleu, la constante cosmologique. Pour l'énergie noire, pour la quintessence gelante, j'ai quelque chose qui commence très haut, qui tombe ici toujours à la valeur qu'on doit expliquer actuellement, et puis qui remonte. Pour la quintessence fondante, c'est l'inverse, ça part à 0, ça monte pour aujourd'hui, et puis ça redescend. Et puis vous avez l'énergie noire fantôme qui part à 0 et qui, lui, diverge, augmente tout le temps. Donc maintenant, on peut regarder l'effet sur le facteur d'échelle. Alors là, vous le voyez, c'est quelque chose qui est très subtil, en fait, dans les effets de ce qui se passe sur le passé de l'univers. Mais par contre, ça a un effet vraiment critique sur ce qui va se passer dans le futur. Dans ce scénario de quintessence fondante, l'énergie noire, vous le voyez ici, va finir par disparaître dans le futur. Et donc, on va se retrouver à nouveau dans un univers qui est dominé par la matière, qui va finir par atteindre un plateau ici, et qui va finir par retomber en Big Crunch. Et puis dans ces scénarios d'énergie noire fantôme ou de quintessence gelante, c'est au contraire la densité d'énergie noire qui va tendre vers l'infini à mesure que le temps passe. Et donc là, ça va se passer mal, quoi. Par rapport, aucun des scénarios n'était très réjouissant jusqu'à présent, hein, ni Big Crunch ni Big Freeze. Parce que Big Crunch, bon, on est tous contractés. Big Freeze, c'est la mort thermique de l'univers. Mais ce dernier scénario qui s'appelle le Big Rip, c'est celui qui est, on pourrait dire, le plus extrême par rapport au Big Freeze. Dans le Big Freeze, la galaxie, la Voie lactée va quand même rester, on peut dire, sous l'effet de son autogravitation, va tout de même rester, va tout de même survivre. Et on ne verra plus aucune autre galaxie, mais on aura toujours quelque chose qui ne sera pas affecté par l'expansion de l'univers à nos échelles. Dans le Big Rip, c'est plutôt l'inverse. Vous avez un horizon cosmologique qui va continuer à diminuer, y compris devenir plus petit que la galaxie elle-même, que la Voie lactée, et qui va finir par déchirer, y compris les structures de l'intérieur de la galaxie, le système solaire, la Terre et éventuellement les atomes. Donc c'est le plus triste parce que finalement toutes les particules élémentaires de l'univers vont se retrouver toutes seules, sans avoir aucune communication avec les autres. Alors je vous disais, c'est très exotique parce que pour vraiment avoir de l'énergie noire qui a ses propriétés, il faut quand même violer en physique à peu près les mêmes conditions qui interdisent les voyages plus rapides que la vitesse de la lumière, les masses négatives, et tout un tas de choses dont on a quand même des raisons solides de penser qu'elles n'existent pas. Et en particulier, donc, si vous avez des vitesses plus rapides des voyages plus rapides que la vitesse de la lumière, des masses négatives, vous pouvez aussi voyager dans le temps, en relativité générale. Donc en fait, finalement, c'est peut-être le plus optimiste, parce que pour échapper au Big Rip, il vous suffit de remonter le temps, ce qui est autorisé par ce modèle cosmologique. Voilà. Alors j'en arrive à ma deuxième partie, donc on aura besoin pour comprendre et faire le tri parmi ces modèles d'énergie noire de données cosmologiques. Et donc le satellite Euclide s'est lancé en quête de cette énergie noire. Alors voilà le satellite est parti le 1er juillet dernier, à 17h12, temps européen. Alors je ne vais pas faire de commentaires sur l'aspect écologique, environnemental d'un lancement de satellite. Je crois que le sujet a été traité plus tôt dans le festival. Mais voilà donc notre satellite.
dans cette vidéo de l'ESA qui vous montre le satellite sous tous les angles. Et je vais vous montrer tout de suite de quoi il est composé. Alors le satellite Euclide, donc, composé de plusieurs éléments. Vous avez le satellite lui-même a été construit par Thales, il a en particulier son bouclier solaire ici. Et puis vous avez le télescope et son module de charge utile qui ont été construites par Airbus. Donc l'ensemble mesure 3 mètres à peu près hein, dans les dimensions. C'est un satellite de 2 tonnes environ. Vous avez donc un télescope à 3 miroirs qui est construit en carbure de silicium, qui a des propriétés intéressantes pour ce qui est des propriétés thermiques, hein, pour ne pas introduire des aberrations sur les images. Télescope donc pupille d'entrée ici de 1,20 m, focale de 24,50 m pour les astronomes à qui ça parle. Et donc voilà pour le télescope. Et vous avez maintenant dans le plan focal de ce télescope donc 2 instruments qui ont été construits par le consortium scientifique, dont je vais parler ensuite. Le lanceur, donc c'était un fusée Falcon 9 de SpaceX, donc parti de Cap Canaveral en Floride, lancé le 1er juillet, et pour une mission qui va durer au moins 6 ans, pour faire un relevé de galaxies qui va durer au moins 6 ans. Alors il est en orbite autour du 2e point de Lagrange du système Terre-Soleil. Vous l'avez entendu, vous avez peut-être entendu que Euclide va au 2e point de Lagrange du système Terre-Soleil, comme le satellite JWST, comme le satellite Gaia. Ce qui me permet donc de vous dire qu'il y a peut-être un petit abus de langage à dire que Euclide va au 2e point de Lagrange du système Terre-Soleil. Alors je vous rappelle d'abord que les points de Lagrange du système Terre-Soleil, ce sont des points d'équilibre. Des points d'équilibre qui permettent en particulier, qui sont intéressants pour les observations astronomiques parce qu'elles permettent au satellite d'avoir toujours le soleil dans le dos, c'est-à-dire qu'il fait toujours nuit pour le satellite et donc il peut observer à tout moment. Donc je vais vous remettre la vidéo au début. Voilà l'orbite que va avoir Euclide autour du 2e point de Lagrange. Voilà l'orbite de JWST, le James Webb, et puis voilà l'orbite de Gaia. Et donc le 2e point de Lagrange est distant de la Terre d'environ 150 millions de kilomètres. Et donc une chose qui est quand même importante à voir, c'est que vous avez quand même ici la taille typique de cette orbite autour du 2e point de Lagrange est quand même presque aussi grande que la distance qui nous sépare du point de Lagrange elle-même. Hein. Donc c'est de l'ordre du million de kilomètres ici. Aucun risque de collision entre ceux-là. Voilà. Je vais laisser juste la vidéo jusqu'à la fin pour que vous puissiez visualiser les choses et les échelles. Et donc on a une distance entre Euclide et le James Webb qui est de l'ordre de toujours au moins la centaine de milliers de kilomètres, hein, même si les orbites ont l'air de se couper ici. Je crois qu'on va dézoomer à la fin de la vidéo pour voir les distances mises en jeu par rapport à l'échelle du système solaire. Voilà, vous avez la Terre, le 2e point de Lagrange, et l'ensemble remis en perspective à l'échelle du système solaire. Alors je vous disais, Euclide a 2 instruments qui ont été construits par le consortium scientifique. Alors déjà, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'envoyer un satellite pour faire un relevé de galaxies dans l'espace plutôt que de faire les choses au sol? Il y a aussi des observations au sol hein, pour faire des relevés de galaxies. Mais une chose qui est pénible dans les observations au sol, c'est que l'atmosphère a tendance à absorber les longueurs d'onde qui nous intéressent, en particulier les longueurs d'onde visibles et infrarouges. Vous avez ici de l'absorption. Et donc c'est de ça dont on essaie de s'affranchir en envoyant un satellite. Donc voilà à quoi ressemble le plan focal. Et vous avez 2 instruments ici, donc la lumière rentre par ici. Et vous avez 2 instruments. Donc le premier, c'est l'instrument visible. L'instrument visible, c'est une grosse caméra, hein, globalement. Et sa mission, c'est de mesurer la forme des galaxies. Elle va mesurer la forme d'1,5 milliard de galaxies,
dans les longueurs d'onde visibles. Et pour ça, c'est une grosse caméra, je vous disais, de 36 détecteurs qui sont en 6x6, dont chacun fait environ 4000 par 4000 pixels, donc pour un total de 600 millions de pixels. Et c'est ce qui va nous permettre de faire les images les plus précises de la forme des galaxies. Et puis le deuxième instrument, c'est un instrument qui regarde l'infrarouge, un spectrophotomètre infrarouge. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a deux modes de fonctionnement. Soit prendre des photos dans l'infrarouge, c'est la partie photométrie, soit mesurer le spectre des objets dans l'infrarouge, et donc disperser leur lumière pour mesurer vraiment leur spectre. Et donc cela, ça permet d'avoir à la fois la luminosité des galaxies pour calibrer les choses, et le spectre ici de plusieurs millions de galaxies pour calculer ce qui s'appelle en cosmologie leur redshift, et qui nous donne une estimation de la distance. Donc il regarde dans l'infrarouge, et lui c'est une mosaïque de 16 détecteurs, 2000 par 2000 pixels, donc 64 millions de pixels, et qui est donc, à ce jour, le plus grand champ de vue infrarouge depuis l'espace. Vous avez peut-être entendu dire que JWST va regarder également dans l'infrarouge, regarde dans l'infrarouge. JWST, c'est très impressionnant, il fait des images qui sont très profondes, vous avez vu des choses superbes dans ces images, mais on ne peut pas utiliser vraiment la même chose pour Euclide, parce que ce serait un petit peu comme si vous regardiez l'univers par le trou d'une aiguille que vous tenez à bout de bras. Pour faire de la cosmologie, on a besoin d'observations larges, éventuellement pas aussi profondes, mais beaucoup plus larges, de manière à scanner le ciel et observer beaucoup en volume. Alors, je suis très content de pouvoir vous montrer les premières images d'Euclide qui ont été annoncées par l'ESA la semaine dernière. Moi, je les ai vues un petit peu avant tout le monde, mais ça s'accompagnait d'un gros avertissement. Attention, vous ne pouvez pas montrer ça en dehors de la collaboration. Heureusement, maintenant, les images sont publiques, donc je suis très content de pouvoir vous les montrer. Donc, c'est la première lumière d'Euclide dans ces deux instruments qui a été annoncée la semaine dernière. Alors voilà ce que voit l'instrument visible, la première exposition de cet instrument visible. Donc je vous disais qu'il y a 36 détecteurs de 4000 par 4000 pixels. Ici, c'est l'image vue par un de ces détecteurs. Et puis vous voyez, donc ce sont des images qui sont complètement brutes, aucun traitement jusqu'à présent. Mais vous voyez dès le départ déjà que l'instrument va être très bon à mesurer la forme de ces galaxies ici qu'on voit déjà très clairement. Et puis dans l'infrarouge, donc voilà NISP, le deuxième instrument, qui a lui ses 16 détecteurs, et puis voilà l'image vue par un de ces détecteurs, avec également quelque chose qui va être très précis, des images très précises dans l'infrarouge pour mesurer la luminosité. Et puis il y a une image également qui vous montre les spectres. Alors que va faire Euclide en termes de relevé? Le relevé va commencer d'ici 2 mois environ. Donc ce que fait Euclide, c'est de scanner le ciel, je vous disais, je vais remettre un petit peu juste avant. Donc il évite le plan de la Voie lactée, puisque ici on ne voit pas l'univers au travers de la Voie lactée. Et il regarde ici, il scanne le ciel en ajoutant des champs comme ça, les uns après les autres, sachant que le Soleil se trouvait ici en dessous dans cette image. Et donc au final, ça veut dire que, je vous montre ici à nouveau la carte du ciel, c'est la projection de Moll-White que je vous montrais tout à l'heure. Vous avez ici le plan de la Voie lactée, qu'on évite. Vous avez ici le plan de l'écliptique, qu'on évite également, parce qu'il contient de la poussière. Cette poussière s'appelle la poussière zodiacale. Et, attendez, je vous le remets juste avant. Et donc Euclide regarde ces zones qui sont ni dans le plan de la galaxie, ni dans le plan de l'écliptique. Il regarde ces zones et va ajouter des zones progressivement dans les 6 ans de la mission, et compléter ainsi son relevé dans les zones qui nous intéressent. Donc au final, Euclide va observer 15 000 degrés au carré, sachant que sur une sphère, il y a un petit peu plus de 40 000 degrés au carré à observer, ce qui fait donc un gros tiers du ciel qui va être observé par Euclide, que vous voyez ici. Et hop, on redéplie la sphère pour vous montrer le relevé. Alors je vous disais, Euclide va éviter le plan de la galaxie parce qu'on ne voit pas de galaxie au travers de la Voie lactée. Il va également éviter le plan de l'écliptique et donc cette poussière du zodiaque. Et donc ça me permet de faire ici je ne suis pas du tout expert de la poussière du zodiaque. Et est-ce que certains dans la salle connaissent le groupe de rock Queen? Très bien. Avant de rejoindre l'Institut d'astrophysique de Paris, j'ai passé plusieurs années en Angleterre, je le repasserai ensuite, et en particulier j'ai travaillé à Imperial College à Londres, et ça m'a permis de rencontrer en fait un expert de la poussière zodiacale. On a même, en fait, c'est une photo ici que j'ai prise dans la salle de réunion du groupe astrophysique, notre petite salle de réunion du groupe. On a cette photo qui est affichée sur les murs d'une photo qui était la poussière du zodiaque, photographiée en 1971 par cette personne, Brian May, qui est le guitariste du groupe Queen.
et qui avait commencé une thèse en astrophysique avant d'accéder à la célébrité. Il a interrompu sa thèse après avoir réalisé cette photo. Et il est venu la terminer à la fin des années 2000 à Imperial College. Et donc, c'est maintenant bien Dr. Brian May qui est ce guitariste. Et donc, si vous pensez également finalement à la célébrité de quelqu'un comme Stephen Hawking, par exemple, qui a acquis de son vivant, physicien qui a acquis de son vivant la célébrité d'une rockstar, eh bien, ça fait de l'Angleterre, je crois, le seul pays où les physiciens sont des rockstars et les rockstars sont des physiciens. Voilà, je termine sur cette digression. Donc, en évitant donc le plan de la Voie lactée, on évite le plan de l'écliptique, on scanne le reste du ciel et les données d'Euclide arrivent au centre de contrôle de l'ESA. Donc, c'est ici cette salle en Allemagne. Et va avoir des images vraiment exceptionnelles, des champs de vue, des instruments d'Euclide, 2,5 fois la surface principale de la Lune. Et donc, en quelques jours, Euclide obtient des images qui correspondent à 3 fois toutes les images du Hubble Space Telescope en 30 ans. Ces images font plusieurs gigaoctets chacune. Et donc, on va avoir vraiment un volume de données sans précédent qui va être transmis. Donc, il a d'ailleurs même fallu trouver une bande de fréquence un peu plus élevée, plus haute, pour pouvoir transmettre ces images à un taux satisfaisant, 75 mégaoctets par seconde, depuis le deuxième point de Lagrange. Je crois que toutes les connexions fibres en France ne peuvent pas encore prétendre à ce taux de transfert. Donc 100 gigaoctets par jour pendant 6 ans qui vont être envoyés, ce qui est même 2 fois plus que le volume qui est transmis par JWST ou Gaia. Et au total, donc 30 pétaoctets d'images brutes. Péta, c'est le préfixe qui est au-dessus de Tera, et qui nous dit donc, qui est lui-même au-dessus de giga, qui nous dit donc un volume extraordinaire d'images brutes, et puis même 150 pétaoctets qui vont être produits pour l'exploitation scientifique. Donc, est-ce qu'on ne va pas être perdu avec tout ça, et comment analyser ces données et faire le lien avec la physique de l'énergie noire? Et ça va être le sujet de ma dernière partie. Il va peut-être falloir que j'accélère un petit peu sur l'intelligence artificielle au service de l'analyse de ces données d'Euclide. Et donc, je vous disais, on va essayer de faire le tri parmi ces modèles d'énergie noire, mesurer cette équation d'état. Donc là, je voudrais dire ici que peut-être qu'il faut faire un petit pas en arrière et se demander, finalement, on veut mesurer une équation d'état, on veut comparer des modèles, mais finalement, comment est-ce qu'on mesure une grandeur? Comment est-ce qu'on vérifie une théorie? Et plus généralement, en fait, comment est-ce que la connaissance progresse? Et ce qui est aux sources de l'intelligence artificielle qu'on utilise, c'est la formule de Bayes. Alors, elle porte le nom du révérend Thomas Bayes, qui vivait au XVIIIe siècle, en Angleterre. Une identité mathématique dont la façon dont nous analysons les observations et dont nous changeons d'avis lorsque nous obtenons de nouvelles informations. Donc Bayes était au départ intéressé par ça, sur des questions de l'existence de Dieu. Et son travail n'a pas été publié par lui-même, mais par son ami Richard Price, 2 ans après sa mort. Alors un commentaire ici, c'est que cette personne qu'on monte habituellement quand on parle de la formule de Bayes n'est probablement pas la bonne personne, parce que dans le sens où c'est probablement un monsieur qui s'appelle révérend Thomas Bayes, mais probablement plutôt du 19e siècle. L'argument avancé ici par les historiens des sciences, c'est qu'une personne du XVIIIe siècle aurait probablement porté une perruque plutôt pour son portrait, même si c'est difficile de dire plus sur les habits qu'il porte. Donc ça n'est probablement pas la bonne personne. Mais donc, je vous le disais tout à l'heure, j'ai vécu en Angleterre, à Londres, et en tant que bon bayésien, j'ai fait mon pèlerinage sur la tombe de Bayes, qui se trouve dans le cimetière qui s'appelle Bunhill Field, c'est dans la City of London, c'est dans la City entourée par les gratte-ciel. Vous avez ce petit cimetière qui contient les tombes de Bayes et Price. C'est un petit peu difficile à lire, mais vous pouvez vous convaincre que l'inscription le dit ça. Et puis, cette formule de Bayes, elle a été découverte indépendamment par Laplace, qui en fait en a fait un usage beaucoup plus qui en avait une bien meilleure compréhension et qui en a fait bien plus usage, qui l'a découvert indépendamment. Et donc peut-être que cette formule devrait s'appeler Bayes-Price-Laplace. Bon, les conventions sont ainsi qu'elle s'appelle simplement formule de Bayes. Malgré tout, donc, on peut se dire maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pourquoi est-ce qu'on veut l'utiliser? D'abord, première chose, c'est que la formule de Bayes, elle a 250 ans maintenant, donc on pourrait se dire c'est peut-être une façon dépassée de faire de la science. Et puis par ailleurs, certains l'appellent même le théorème de Bayes. La démonstration prend une ligne, donc le mot de théorème est même un petit peu galvaudé. C'est une démonstration triviale. Et puis, plus important, c'est que cette formule de Bayes, elle mesure la croyance. Elle ne mesure pas quelque chose qui sont des probabilités objectives, elle mesure la croyance que j'ai dans une théorie.
Et elle me dit que je peux apprendre, même à partir de données incomplètes ou de données manquantes, à partir d'approximations, même à partir d'ignorance. Et donc elle va en quelque sorte un petit peu à l'encontre de la conviction que la science demande de l'objectivité et de la précision, qu'on fait de la science avec des faits, avec des mesures, avec des protocoles reproductibles, et pas avec des croyances. Et donc c'est pour ça qu'après la mort de Laplace, cette formule a été déclarée morte et enterrée, au moins par les scientifiques sérieux. Mais malgré tout, même si elle a été déclarée morte et enterrée par les scientifiques sérieux, par les chercheurs, elle a été utilisée dans un certain nombre de contextes pour résoudre des problèmes vraiment pratiques. J'en ai mis quelques exemples ici. Elle a été impliquée dans l'affaire Dreyfus. Henri Poincaré a utilisé des arguments basés sur cette formule de probabilité des causes en faveur de la défense de Dreyfus, sauver le système téléphonique Bell de la panique financière, prédire des tremblements de terre dans les années 30. Un épisode célèbre, ça a été casser le code Enigma, qui a été utilisé par la marine allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le nom d'Alan Turing est largement associé à cet épisode. Certains ont peut-être vu le film qui relate cette histoire. Prouver que la cigarette cause le cancer du poumon dans les années 50, où ce n'était pas encore vraiment évident. Puis rechercher une bombe H, carrément égarée par l'armée américaine dans les années 60. Donc tous ces épisodes ont utilisé la formule de Bayes. Ici, je vous renvoie à ce livre qui raconte tous ces épisodes, de cette théorie qui ne voulait pas mourir. C'est le titre de ce livre, The Theory That Would Not Die, qui n'a pas été traduit, je crois, malheureusement, mais qui raconte tous ces épisodes. Et donc cette bataille scientifique a duré pendant 150 ans environ, jusqu'à l'arrivée des ordinateurs. Et puis le débat a finalement été tranché, mais pas vraiment en apportant de nouveaux arguments conceptuels, mais juste par le fait que la formule de Bayes, finalement, ça marche. Et donc celui peut-être qui a clos le débat, c'est Jaynes, qui écrit ce livre posthume en 2002. C'était quelqu'un qui avait des opinions assez fortes, Jaynes. Il écrit dans son introduction « La supériorité des méthodes bayésiennes est aujourd'hui un fait largement démontré dans une centaine de domaines différents. On peut argumenter avec une philosophie. Il n'est pas si facile d'argumenter avec une sortie d'ordinateur qui nous dit « Indépendamment de toute votre philosophie, voici les faits de performance réelle. » Et en fait, il y a même un théorème mathématique qui est exprimé en langage moderne. Ce théorème de Cox-Jaynes nous dit que finalement la théorie des probabilités, c'est la seule logique de la science possible, c'est la seule façon raisonnable, c'est la seule façon mathématiquement possible de raisonner de manière rationnelle en présence d'incertitudes et de données. Alors, c'est l'intelligence artificielle avant l'intelligence artificielle, je vous disais, et je voulais vous montrer ici brièvement un projet dans lequel je suis impliqué depuis ma thèse, qui est d'utiliser la formule de Bayes vraiment en pratique pour reconstruire des cartes cosmologiques. Et ce que font ces méthodes statistiques, c'est d'ici d'explorer toutes les configurations possibles qui permettent d'observer les observations. Donc, je vous ai mis des observations ici, un petit relevé de galaxies à droite. Et ce que fait ce code, c'est vraiment des statistiques bayésiennes dans sa plus pure forme que vous voyez défiler ici. C'est de regarder toutes les configurations qui sont possibles, qui expliquent ces observations. Donc vous avez ici la densité finale de matière qui explique ces observations, quelque chose qui est stable ici, là où on a la couverture par les observations, et qui explore tous les scénarios cosmologiques raisonnables possibles en dehors. Le phénomène est peut-être un petit peu plus difficile à voir, mais c'est la même chose qui se passe ici sur les conditions initiales qui génèrent ces conditions finales, les deux étant liés par les lois de la gravité. Alors je vous ai mis quelques nombres ici pour vous dire que c'est encore à la limite de ce qu'on peut faire avec les supercalculateurs actuels. C'est des téraoctets de données, c'est des centaines de milliers de simulations qui rentrent ici, c'est 1,5 million d'heures CPU, si ça vous parle, ça veut dire environ 2 mois sur un supercalculateur qu'on fait tourner sur 1000 cœurs, typiquement, ou plus. Donc 1000 processeurs qui regardent ce genre de problème. Alors, quelques exemples d'intelligence artificielle spécifiquement maintenant, avant de faire le lien avec Euclide. Vous avez probablement entendu parler de ces grands modèles de langage, ce ChatGPT qui a acquis une certaine célébrité. Ça permet de raconter tout un tas de choses. Je vous laisse juger l'utilité et la pertinence. Une chose que ça permet de faire aussi, ChatGPT, c'est que ça vous génère du code. Donc, par exemple, je me suis amusé ici à faire générer à ChatGPT le code qui vous montre ces petites animations que je vous montrais en première partie de présentation. Et puis, vous avez ces grands modèles de langage. Donc, GPT, ça veut dire, je ne sais pas si ça a été dit encore dans le festival, GPT, Generative Pre-trained Transformer, c'est-à-dire transformer génératif pré-entraîné. Transformer, c'est un type particulier de réseau de neurones. On va parler des réseaux de neurones juste ensuite.
génératif, parce que ça vous génère du texte ou du code, et puis pré-entraîné pour des raisons ensuite. Puis vous avez aussi ces choses comme la génération d'images à partir de descriptions textuelles. Ici, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me générer une image de chat qui regarde des techniques d'intelligence artificielle. Alors ça marche très bien pour les chats, parce que vous avez un ensemble d'entraînement gigantesque. Voilà. Alors vous allez me dire, bon, de gadgets, hein, Florent, soyons sérieux, toutes ces choses-là... est-ce que ça peut vraiment servir à raconter des choses sérieuses sur l'univers? Donc pourquoi l'intelligence artificielle en cosmologie? Alors bon, première chose à vous dire, c'est que déjà la question n'est pas complètement tranchée. Hein, et on organise à l'Institut d'astrophysique de Paris en novembre une conférence professionnelle précisément pour en débattre. Mais je peux quand même peut-être vous donner deux éléments. Deux éléments qui, à mon sens, permettent de justifier l'intelligence artificielle en cosmologie. La première, c'est d'essayer d'imaginer d'autres univers, d'accélérer les calculs, d'aller au-delà des approximations. Et je vous montre ici un exemple d'une simulation que je vous ai fait tourner pour cette présentation, qui parle de l'émergence de la complexité dans la formation des structures cosmiques. Voilà ce qu'on obtiendrait avec un modèle analytique, avec vraiment une équation qu'on peut écrire en comprenant la physique. Voilà à quoi devrait ressembler la physique et qu'on peut uniquement simuler dans un ordinateur. Et comme vous le voyez, donc, on a une approximation ici qui donne des choses à peu près raisonnables quand vous regardez l'univers à grande échelle, mais de l'émergence de la complexité, c'est cette structure filamentaire ici que vous ne voyez que si vous avez vraiment un modèle numérique c'est un modèle d'univers numérique simulé qui est finalement la nouvelle façon d'exprimer la théorie dans l'analyse de données. Et donc l'intelligence artificielle va nous permettre de générer en fait, ces choses-là beaucoup plus rapidement, d'aller au-delà de ces approximations, tout en essayant d'avoir quelque chose qui est contrôlé pour ces nouveaux modèles. Et puis enfin, deuxième argument c'est rechercher automatiquement l'information pertinente pour tester les modèles cosmologiques. Alors, il y a ces algorithmes d'intelligence artificielle qui reconnaissent des images en particulier, et la façon dont ils marchent, c'est de découper les photos que vous leur donnez, par exemple. Et puis ici, l'intelligence artificielle va reconnaître certaines régions qui sont pertinentes, ici pour reconnaître un chat, ses oreilles, ses yeux, son pelage. Et puis il va avoir d'autres parties de l'image qu'il va reconnaître comme non pertinentes, une forme de bruit en fait, pour reconnaître le chat qu'on lui donne. Ben, c'est quelque chose c'est une idée qu'on peut à peu près appliquer également à la cosmologie. Et ici, je vous montre dans mon travail une carte que j'ai établie de régions de l'univers qui devrait contenir l'information sur l'énergie noire. Donc c'est quelque chose qu'on peut quantifier ici. Alors on se trouve ici à 0, 0, et puis c'est des distances cosmologiques ici. Mais cette carte, globalement, vous donne l'information, les endroits où il faudrait observer sur le ciel et qui devraient être les plus informatifs pour apprendre les propriétés de l'énergie noire. Et globalement, ça marche à peu près pareil que cette image de chat. J'ai des régions pertinentes pour reconnaître le chat. Ici, j'ai des régions qui sont pertinentes en rouge pour trancher parmi les modèles d'énergie noire. Alors tout ça, c'est fait typiquement avec des réseaux de neurones. Et peut-être dans les quelques minutes qui restent, je vais vous montrer, juste pour démystifier comment ça marche un réseau de neurones. Donc je lui donne ici un problème un peu... un problème simple. Il s'agit de classifier deux paquets de points, des bleus et des jaunes. Et puis, donc, vous voyez qu'ils sont assez bien séparés. Ici, c'est le problème que je donne au réseau de neurones. Voilà à quoi il ressemble. Ici, ce sont mes entrées. Ici, ce sont les couches de réseau de neurones. Et ce que je cherche à faire, c'est d'apprendre les synapses, globalement. C'est-à-dire les poids, ici, sont juste des nombres mathématiquement qui connectent ces neurones. Premier test assez simple. Ce réseau de neurones arrive à séparer les points de manière satisfaisante. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je lui donne une distribution un peu plus compliquée? Ici, vous avez les bleus qui sont à l'intérieur des jaunes. Donc, ça va être plus compliqué de séparer ces points. Et donc, je vais avoir besoin d'un modèle qui a besoin d'un peu plus de flexibilité. Donc, ce que je fais ici, c'est d'ajouter une couche au réseau de neurones et puis d'ajouter des neurones dans mon réseau, ce qui permet d'avoir un modèle plus complexe. Et je le lance. Et voilà à nouveau qu'il arrive à séparer les points bleus et jaunes. Et puis, dernier test. Ça arrive, je lui donne maintenant un problème complexe. Il s'agit toujours de séparer les jaunes et les bleus, hein, je vous rappelle. Et donc, je vais avoir maintenant besoin de plus de paramètres, mais aussi de plus d'entrées dans mon réseau de neurones. Donc, je lui donne des choses qui sont plus informatives en entrée. C'est un petit peu comme si je découpais mon image de chat de manière plus précise, ou que
mettez plus d'informations d'entrée, et puis je lui mets un modèle qui a beaucoup plus de couches maintenant, qui est plus de neurones également, et donc plus complexe. Maintenant, vous voyez le nombre de synapses qu'il faut apprendre en regardant ces points. Et je lance l'apprentissage. Donc on part de quelque chose qui est un petit peu agnostique. Je vous disais que ce sont des statistiques bayésiennes. Au départ, la première fois qu'on applique la formule de Bayes, on part d'un état où on ne sait pas grand-chose et on met progressivement à jour sa connaissance. Donc au départ, on part de blanc. Le réseau ne sait pas vraiment séparer les points bleus et les points jaunes. Et puis à mesure que l'apprentissage se fait, vous voyez qu'il commence à pouvoir dire quelque chose. Les jaunes sont globalement plutôt vers le haut que vers le bas. Alors on voit que c'est un problème difficile. Vous avez ces petites instabilités numériques qui sont assez typiques quand on fait tourner ces algorithmes d'intelligence artificielle, mais quelque chose qui finit par converger et me séparer les points si j'ai un modèle suffisamment complexe ici et suffisamment flexible pour apprendre la distribution. Voilà, alors comment un réseau de neurones voit-il le monde ? Et c'est à peu près la dernière chose que je veux vous dire. Donc, je vous disais, c'est quelque chose qu'on entraîne sur un grand nombre d'exemples. Et donc, en particulier, on peut l'entraîner à reconnaître des objets. Donc voilà, j'ai entraîné un réseau de neurones pour reconnaître un ours, et il me voit bien un ours. Maintenant, peut-être quelque chose qui est un peu plus surprenant, c'est qu'on peut essayer de piéger ce réseau de neurones. Donc ici, c'est une image d'ours qui a été découpée en morceaux comme un puzzle, et on la donne au réseau de neurones. Alors je ne sais pas si vous auriez reconnu un ours si je ne vous avais pas dit que c'était un ours, mais moi je trouve que ce n'est pas tellement évident pour le réseau humain. Ça pose absolument pas de problème au réseau de neurones qui immédiatement reconnaît que c'est un ours. Par contre, maintenant, si je lui donne ceci, et bien là, il va être complètement perdu et ne pas savoir me dire ce que c'est. Et donc, globalement, ce genre d'attaque ici, ce genre de test, c'est ce qui s'appelle des attaques par exemple contradictoire, et elles permettent de tester la robustesse du modèle qu'on a appris. Ce type de réseau de neurones, c'est des réseaux de neurones convolutifs, et qui semblent raisonner sur la texture, ici, dans ce cas-là, et non pas sur la forme générale. Donc ce que je voulais dire ici, c'est que ce qui se passe dans la tête d'un réseau de neurones artificiel n'est pas complètement clair et intuitif. En d'autres termes, ces réseaux de neurones se créent un langage interne. Ce langage interne est vraiment très puissant quand même pour manipuler, pour analyser, même pour générer des données et des objets complexes. Mais c'est un langage interne qui reste quand même assez mystérieux. Il n'y a pas de théorie pour comprendre ce qui se passe dans le détail de ce modèle. Et peut-être le prochain défi en intelligence artificielle, ça va être de décrypter ce langage interne assez mystérieux et peut-être d'écrire des modèles, des théories qui nous permettront d'expliquer ce qui se passe. Donc en conclusion, le satellite Euclide et l'analyse de ces données, énergie noire, information, incertitude. Donc la nature de l'énergie noire, je vous ai dit en première partie, c'est une des questions que je trouve les plus fascinantes de la cosmologie contemporaine. On a tout un bestiaire de modèles et on aimerait un petit peu faire le tri parmi ces modèles. Constante osmologique, quintessence, énergie noire fantôme. Le satellite Euclide va réaliser le premier relevé de galaxies depuis l'espace, qui est vraiment destiné à étudier spécifiquement ce mystère. Et l'intelligence artificielle sera un élément clé pour analyser ces données et faire la connexion avec la physique. Donc finalement, peut-être que notre travail de recherche, en tout cas le mien, mon travail de recherche dans les prochaines années, un travail d'expérimentation numérique dans ces univers virtuels pour expliquer l'énergie noire. Et je termine juste avec cette image qui a été montrée à la dernière nuit de l'IAP, qui illustre, je crois, de manière humoristique l'intelligence artificielle en cosmologie. Je vous remercie.